Enlèvement ou contrôle mental du cas d'Antonio Villaboa. Le cas d'Antonio Villaboa est le premier cas enregistré d'enlèvement, où le témoin est emmené de force contre sa volonté et conduit vers un objet volant non identifié pour être soumis à divers tests et expériences. Cette affaire a donné lieu à des spéculations sans fin, la plus évidente étant la suggestion que Villaboa avait été victime d'un fantasme érotique. Quelle que soit la réalité, Villaboa ne s'est jamais rétracté, même s'il était parfois agacé par l'exploitation médiatique de son expérience. La rencontre est devenue le thème central d'une bande dessinée française, et, au fil des ans, son récit n'a jamais été contredit. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, c'est l'un des plus grands mystères de tout le phénomène OVNI. L'histoire. L'après-midi du 22 février 1958, à Rio de Janeiro, dans le bureau du Dr Fonte et en présence du journaliste João Martin, en tant que témoin, Antonio Villaboa a fait la déclaration suivante. Je m'appelle Antonio Villaboa, j'ai 23 ans et je suis agriculteur. Je vis avec ma famille dans une ferme que nous possédons. Il est situé près de la ville de São Francisco de Sales, dans l'état de Minas Gerais, près de la frontière avec l'état de São. J'ai 2 frères et 3 sœurs, qui vivent tous dans la même région. 2 autres frères sont morts. Tous les hommes de la famille travaillent à la ferme. Nous avons de nombreux champs à cultiver. Pour le labourage, nous avons un tracteur à essence, de marque internationale, que nous utilisons en 2 équipes lorsque nous devons labourer. Pendant la journée, elle est conduite par les ouvriers. La nuit, c'est moi qui l'utilise. Je suis célibataire et en bonne santé, je travaille beaucoup. Je suis des cours à distance et j'étudie quand je peux. C'est un sacrifice pour moi de venir à Rio, car on a beaucoup besoin de moi à la maison. Mais j'ai pensé qu'il était de mon devoir de rapporter les événements étranges dans lesquels j'ai été impliqué. Je ferai tout ce que vous pensez être approprié, messieurs, et je suis prêt à témoigner devant les autorités civiles ou militaires. Tout a commencé la nuit du 5 octobre 1952. Nous avions eu des visiteurs et nous ne nous sommes couchés que vers 11 heures, beaucoup plus tard que d'habitude. Mon frère João et moi étions dans la chambre, il faisait très chaud et j'ai ouvert les fenêtres donnant sur la cour. Alors, au milieu de la cour, j'ai vu une grande lueur qui illuminait tout le sol. C'était beaucoup plus lumineux que le clair de lune et je ne pouvais pas voir d'où cela venait. Mais cela devait venir d'en haut, c'était comme si les projecteurs brillaient vers le bas, éclairant tout. Mais on ne voyait rien dans le ciel, alors j'ai appelé mon frère pour qu'il regarde, mais il ne perd jamais son sang-froid et m'a dit qu'il valait mieux aller dormir. J'ai fermé la fenêtre et on s'est recouché. Mais je ne pouvais pas dormir, la curiosité me tourmentait, je me suis levé à nouveau et j'ai ouvert la fenêtre. La lumière était toujours au même endroit. J'ai regardé dehors et soudain, il s'est approché de ma fenêtre. Surpris, j'ai claqué la porte si fort que mon frère s'est réveillé. Ensemble, dans la pièce obscure, nous avons suivi le chemin de la lumière qui filtrait à travers les fentes des volets vers le plafond puis à travers les carreaux. Les maisons de campagne brésiliennes, à cause de la chaleur, ont des fenêtres qui montent jusqu'au plafond et, pour une meilleure ventilation, pas de plafond. Finalement, la lumière a disparu pour de bon. Le 14 octobre, le deuxième incident s'est produit. Il était entre 21h30 et 22h. Je ne sais pas exactement, car je ne portais pas de montre. Je travaillais dans le champ avec le tracteur et mon autre frère. Soudain, nous avons vu une lumière très forte, si forte que nous avions mal aux yeux en la regardant. Au début, il était rond et de la taille d'une roue de voiture et il se trouvait à l'extrémité nord du champ. Il était très rouge et illuminait une grande zone. Dans la lumière, il y avait quelque chose, mais je ne peux pas dire avec certitude ce que c'était parce que j'étais presque aveuglé. J'ai demandé à mon frère de venir avec moi pour explorer. Il a refusé et j'y suis allé seul. Lorsque je me suis approché, la chose s'est déplacée brusquement à une vitesse énorme et s'est dirigée vers l'extrémité sud du champ, où elle s'est immobilisée. J'ai couru vers elle et elle a répété la même manœuvre. Cette fois, il est revenu à sa position précédente. J'ai essayé à nouveau et la manœuvre a été répétée 20 fois. Finalement, je me suis fatigué et je suis retourné là où était mon frère. La lumière est restée au même endroit sans bouger. De temps en temps, il semblait lancer des rayons dans toutes les directions, comme ceux du soleil couchant. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas sûr que tout se soit vraiment passé comme ça, car je ne sais pas si j'ai continué à regarder dans la même direction. J'ai peut-être détourné le regard un instant,
puis il s'est élevé rapidement et avait disparu au moment où je regardais à nouveau. Le jour suivant, le 15 octobre, je travaillais seul dans le même champ avec le tracteur. La nuit était fraîche et le ciel était étoilé. À 1 heure exactement, j'ai vu une étoile rouge très brillante. J'ai immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une étoile, car elle grossissait, comme si elle se rapprochait. Quelques instants plus tard, j'ai vu que c'était un objet de forme ovale qui s'approchait rapidement. Il arrivait si vite que, avant que je puisse penser à ce qu'il allait faire, il était au-dessus du tracteur. Soudain, l'objet s'est arrêté à environ 50 m au-dessus de ma tête. Le tracteur et le champ étaient aussi éclairés que si c'était le jour. L'éblouissement des phares du tracteur était complètement annulé par cette lumière rouge vif. J'avais tellement peur que je ne pouvais pas imaginer ce que c'était. Je me serais volontiers éloigné de mon tracteur, mais il était si lent par rapport à l'objet que j'ai compris qu'il serait inutile. Si j'avais sauté du tracteur pour m'enfuir, j'aurais pu me casser la jambe dans le champ fraîchement labouré. Alors que j'ai hésité et réfléchi pendant quelques minutes, l'objet s'est à nouveau déplacé et s'est arrêté à 10 ou 15 mètres devant le tracteur. Puis il est descendu lentement vers le sol et s'est rapproché de plus en plus jusqu'à ce que je puisse distinguer une étrange machine, presque ronde, entourée de petites lumières rouges. Devant moi, il y avait un gros projecteur rouge, qui m'avait aveuglé lorsque l'objet était descendu. Puis j'ai vu clairement la forme de la machine. Il ressemblait à un œuf allongé avec 3 antennes à l'avant, une au milieu et une de chaque côté. Il s'agissait de tiges métalliques larges à la base et pointues à l'extrémité. Les couleurs ne pouvaient être distinguées, car la machine était enveloppée d'une lumière rouge. En plus de cela, quelque chose qui émettait également une lumière fluorescente rougeâtre tournait très vite. Au moment où la machine a ralenti pour atterrir, la lumière a changé, au fur et à mesure que les révolutions de la partie tournante ralentissaient, pour devenir verdâtre, du moins c'est ce qu'il me semblait. Cette pièce en rotation ressemblait alors à un plat ou à un dôme aplati. Je ne sais pas si c'est ce à quoi il ressemblait vraiment ou si l'impression était causée par le mouvement. La pièce ne s'est pas arrêtée une seconde, même après l'atterrissage de l'objet. Naturellement, je n'ai vu la plupart des détails que plus tard, parce qu'au début, j'étais tellement étonné que je n'en savais rien. Lorsque, à quelques mètres du sol, 3 supports métalliques, comme un trépied, sont apparus au bas de l'objet, j'ai perdu mon calme. De toute évidence, ce trépied était ce qui supportait le poids de la machine pendant l'atterrissage. Mais je n'allais pas attendre qu'il atterrisse. Le moteur du tracteur était en marche. J'ai donné l'accélérateur et j'ai essayé de m'échapper en évitant l'objet. Mais après quelques minutes, le moteur s'est arrêté et les phares se sont éteints. Je ne sais pas pourquoi, car le contact était mis et les lumières étaient allumées. J'ai allumé le démarreur, mais en vain. Puis j'ai sauté sur le sol du côté opposé de l'objet et j'ai commencé à courir. Mais il était trop tard, car après quelques pas, j'ai été saisi par le bras par un petit être étrangement vêtu qui s'est tendu par-dessus mon épaule. En désespoir de cause, je me suis levé et lui ai donné une poussée qui l'a fait tomber à la renverse sur le sol. J'ai essayé de m'échapper mais au même instant, 3 autres êtres inconnus ont sauté sur mes côtés et mon dos et m'ont soulevé par les bras et les jambes sans que je puisse lâcher prise. Je me suis débattu mais ils avaient une prise ferme sur moi. Puis j'ai crié à l'aide et j'ai commencé à jurer sur eux. Apparemment, mes voix les ont surpris ou ont éveillé leur curiosité, car, alors qu'ils me tiraient vers l'appareil, à chaque fois que je criais, ils s'arrêtaient et fixaient mon visage, mais me tenaient toujours fermement. Cela m'a permis d'imaginer quel devait être leur intérêt pour moi, et je me suis senti un peu soulagé. Ils m'ont conduit vers l'appareil, qui se trouvait à une dizaine de mètres du sol, reposant sur son pied métallique. Au fond, il y avait une porte qui s'ouvrait de haut en bas, formant une sorte de rampe. À son extrémité se trouvait une échelle métallique. Elle était faite du même matériau argenté que les parois de la machine et s'étendait jusqu'au sol. Les inconnus ont eu du mal à me faire monter sur l'échelle, qui tenait à peine 2 personnes de côté. De plus, l'échelle n'était pas rigide mais élastique et vacillait violemment lorsque je luttais pour descendre de l'échelle. De chaque côté, il y avait une main courante aussi épaisse qu'un manche à balai, à laquelle je me suis accroché fermement pour les empêcher de me tirer vers le haut. Par conséquent, les inconnus devaient s'arrêter à chaque instant pour libérer mes mains de la balustrade. Cela aussi était élastique. Plus tard,
Quand je suis descendu, il m'a semblé qu'elle était faite de pièces insérées les unes dans les autres. Ils ont fini par me lever et m'ont emmené dans une petite pièce carrée. La lumière du plafond se reflétait sur les murs en métal poli et provenait d'une multitude de lampes placées autour du plafond. On m'a placé sur le sol et la porte a été fermée, avec l'escalier escamoté. La pièce était si bien éclairée qu'on aurait dit qu'il faisait jour, mais même dans cette lumière, on ne pouvait pas voir où était la porte, car elle avait été fermée sans la moindre fente, étant parfaitement encastrée. Ce n'est que par l'escalier en métal que j'ai pu imaginer où il se trouvait. L'une des 5 personnes a désigné une porte et m'a dit de le suivre dans l'autre pièce. J'ai obéi, car je n'avais pas le choix. Nous sommes tous entrés dans la pièce, qui était plus grande que l'autre et avait la forme d'un demi-ovale. Ses murs étaient également brillants. Je pense qu'elle se trouvait au centre du navire, car elle était percée de haut en bas par une solide colonne ronde qui s'effilait au milieu. Je ne pense pas que c'était là juste pour la décoration. Je suppose qu'il servait à soutenir le plafond. Il n'y avait aucun meuble dans la pièce, si ce n'est une table et plusieurs chaises pivotantes de forme étrange, semblables à nos tabourets de bar. Tout était fait du même métal. La table et les chaises n'avaient qu'un seul pied central. Celui de la table était cloué au sol et celui des chaises était fixé par 3 entretoises à un anneau mobile, également enfoncé dans le sol. De cette façon, leurs occupants pouvaient tourner dans toutes les directions. Ils me tenaient toujours dans leurs bras et semblaient parler de moi. Bien que je dise qu'ils parlaient, les sons que j'entendais n'avaient pas la moindre ressemblance avec des voix humaines. Je ne pouvais pas les imiter. Enfin, ils ont semblé se mettre d'accord. À eux 5, ils ont commencé à me déshabiller. J'ai résisté, en criant et en jurant. Ils se sont interrompus et ont essayé de me faire comprendre que leurs intentions étaient amicales. Ils m'ont laissé nu, mais sans me faire de mal ni déchirer mes vêtements. J'étais nu et j'avais très peur, car je ne savais pas ce qu'ils allaient me faire. L'un d'eux s'est approché de moi avec quelque chose dans sa main. Ce devait être une sorte d'éponge imbibée d'un liquide avec lequel il a frotté tout mon corps. C'était une éponge très douce, pas une de celles en caoutchouc. Le liquide était transparent et sans odeur, mais il était plus épais que l'eau. Au début, je pensais que c'était peut-être de l'huile, mais ma peau n'était pas grasse. Pendant qu'il frottait mon corps, je frissonnais de froid, car, en plus de la fraîcheur de la nuit, la température dans la pièce était plus basse qu'à l'extérieur. Comme si ça ne suffisait pas qu'il m'ait déshabillé, je commençais aussi à être mouillé. J'étais gelé. Le liquide a séché rapidement sans laisser de traces. Puis 3 d'entre eux m'ont conduit à une porte située en face de l'entrée du vaisseau. L'un d'eux a touché quelque chose au milieu et la porte s'est ouverte latéralement, comme une porte de bar. Ses feuilles s'étendaient du sol au plafond. Au-dessus, il y avait une inscription avec des signes lumineux rouges. La lumière donnait l'impression qu'elle était en relief, à 1 ou 2 centimètres au-dessus de la porte. Il ne ressemblait à aucune écriture que je connaissais. J'ai essayé de m'en souvenir, mais je les ai oubliés. Je suis donc entré avec 2 des hommes dans une petite pièce carrée, éclairée comme les 2 autres. Dès que nous sommes entrés, la porte s'est refermée derrière nous. Quand j'ai tourné la tête, je n'ai pas pu voir où était la porte, juste un mur comme les autres. Soudain, le mur s'ouvre à nouveau et 2 autres hommes entrent. Ils tenaient dans leurs mains 2 tubes en caoutchouc rouge, assez épais, de plus d'1 mètre de long. L'un des tubes était relié à une extrémité à un récipient en verre en forme de tasse. À l'autre extrémité se trouvait un embout ressemblant à une ventouse. Il a été appliqué sur mon menton, ici, où j'ai cette tache sombre. Avant de commencer, l'homme a pressé le caoutchouc avec sa main comme pour faire sortir l'air. Au début, je n'ai ressenti ni douleur ni picotement, juste un tiraillement sur ma peau. Puis elle a commencé à brûler et à palpiter et j'ai enfin réalisé que j'avais une blessure. Quand ils ont appliqué le tube en caoutchouc, j'ai vu que la tasse était à moitié pleine de sang. Puis ils ont enlevé le caoutchouc et mis l'autre de l'autre côté de mon menton. Vous pouvez voir ici le signe, messieurs. Cette fois, la coupe était remplie à ras-bord. La blessure brûlait et palpitait aussi de ce côté. Les hommes sont sortis, emportant les tasses avec eux. La porte s'est refermée derrière eux et je suis resté seul. Pendant un moment, pendant plus d'une demi-heure, personne ne s'est occupé de moi. Dans la chambre, il n'y avait qu'un large divan, pas très confortable, car il était bombé au milieu, mais au moins il était souple, comme du caoutchouc mousse, et recouvert d'un tissu gris épais et très doux. Après tant d'émotions et d'efforts, j'étais très fatigué et je me suis assise sur le canapé. À ce moment-là,
j'ai remarqué une odeur étrange et désagréable. Il me semblait respirer une épaisse fumée et j'avais l'impression de suffoquer. Peut-être étais-je vraiment en train de m'asphyxier, car en regardant attentivement le mur, j'ai découvert de nombreux petits tubes métalliques à hauteur de tête, fermés au bout mais pleins de trous, comme une douche. Une fumée grise sortait des trous, et elle se dissolvait dans l'air. C'est de là que venait l'odeur. J'ai eu la nausée et j'ai vomi dans un coin. Puis j'ai pu respirer à nouveau facilement, mais j'étais encore étourdi par l'odeur. J'étais désespéré. Quel sort m'attendait? Jusque-là, je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblaient les étrangers. Tous les 5 portaient des combinaisons moulantes d'un tissu gris épais et doux avec quelques rayures noires. Leur tête était recouverte d'une capuche de la même couleur, d'une matière plus dure, je ne sais pas exactement laquelle, renforcée par 2 bandes métalliques à l'arrière et avec des lentilles rondes à travers lesquelles ils me fixaient avec des yeux qui me semblaient bleus. À partir des lentilles vers le haut, la capuche était 2 fois plus haute que sur une tête normale. Peut-être que le casque avait un dispositif à l'intérieur qui était indiscernable de l'extérieur. Du centre de la tête, 3 tubes argentés, je ne sais pas s'ils étaient en caoutchouc ou en métal, descendaient à l'arrière de la tête et se retrouvaient dans la salopette au niveau des côtes. Celle du centre longeait la colonne vertébrale et celle des côtés, jusqu'à une dizaine de centimètres sous les omoplates. Je ne voyais aucune découpe ou protubérance indiquant qu'il pouvait être connecté à un vaisseau ou un instrument sous la combinaison. Les manches étaient longues et serrées et étaient surmontées de gants à 5 doigts de la même matière, qui gênait sans doute le mouvement des mains. Par exemple, je pouvais voir que les hommes ne pouvaient pas toucher leurs paumes avec le bout de leurs doigts. Cela ne les a pas empêchés de me tenir fermement ou de manipuler avec agilité les tubes en caoutchouc pendant qu'ils me saignaient. Ces combinaisons devaient être une sorte d'uniforme, car tous les membres de l'équipage portaient un bouclier de la taille d'une tranche d'ananas, à partir duquel une bande de tissu ou de métal argenté se terminait par une ceinture étroite sans boucle. Aucun de ces costumes n'avait de poche ou de bouton. Le pantalon était ajusté et se terminait par une sorte de tennis. Cependant, les semelles avaient une épaisseur de 4 à 7 cm. Les chaussures étaient légèrement surélevées au niveau des orteils, mais pas autant que les sabots. Les étrangers marchent avec aisance. Seule la salopette semblait gêner leurs mouvements, qui semblait toujours un peu raide. À l'exception d'un seul, qui atteignait à peine mon menton, ils faisaient tous à peu près ma taille. Ils avaient tous l'air solides, mais pas assez pour m'intimider. À l'air libre, j'aurais pu mesurer ma force contre n'importe lequel d'entre eux. Après une éternité, le bruit de la porte m'a sorti de mon abstraction. J'ai tourné la tête et j'ai vu une femme s'approcher. Elle était nue et pieds nus, tout comme moi. J'étais stupéfait et elle semblait amusée par mon expression. Elle était très belle et très différente des femmes que je connais. Ses cheveux étaient doux et blancs, presque albinos, et ils tombaient le long de son dos, avec les extrémités pliées vers l'intérieur. Elle avait une raie au milieu et de grands yeux bleus bridés. Son nez était droit. Ses pommettes étaient très hautes et la forme de son visage était exotique, plus large que celui des Indiens d'Amérique du Sud et presque triangulaire, avec un menton très pointu. Les lèvres étaient très fines, presque sans dessin et les oreilles, que j'ai vues plus tard, étaient les mêmes que celles de nos femmes. Elle avait la plus belle silhouette que j'ai jamais vue de ma vie, avec des seins hauts et galbés, une taille étroite, des hanches larges, de longues cuisses, de petits pieds et des mains fines aux ongles bien formés. Elle était beaucoup plus petite que moi, sa tête arrivait à hauteur de mon épaule. La femme s'est approchée et m'a regardé en silence, comme si elle voulait quelque chose de moi. Soudain, elle m'a enlacé et a commencé à frotter son visage contre le mien en se pressant contre moi. Elle avait la peau blanche de nos femmes blondes et des taches de rousseur sur les bras. Je ne pouvais que sentir son odeur de femme, mais il n'y avait aucun parfum sur sa peau ou dans ses cheveux. La porte s'est refermée. Seule avec cette femme qui exprimait si clairement ce qu'elle attendait de moi, je me suis senti très excité. Étant donné ma situation, cela semblait incroyable. Bien que j'imagine que c'était dû au liquide qu'ils avaient frotté sur mon corps. Ils l'ont probablement fait exprès. La vérité est que je ne pouvais pas contrôler mon désir. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Finalement, oubliant tout, j'ai embrassé la femme et commencé à lui rendre ses caresses. L'acte était normal et elle se comportait comme n'importe quelle autre femme, même après des embrassades répétées, jusqu'à ce que l'épuisement la fasse halter. J'étais encore excité, mais elle m'a refusé. On m'a rudement rassuré en me disant que c'était pour cela qu'ils me voulaient, un étalon pour améliorer leur race. Cela m'a rendu furieux,
mais j'ai fait bonne figure, car l'expérience avait été très agréable. Maintenant, je préfère nos femmes, avec lesquelles tu peux parler et elles te comprennent. De plus, il y avait des moments où ces songuturo m'irritaient. Apparemment, elle ne savait pas non plus comment embrasser et s'est contentée de me mordre légèrement le menton. Bien que je ne sois pas sûr que cela ait la même signification. Fait intéressant, les poils de mes aisselles d'ailleurs étaient rouges, presque de la couleur du sang. Peu après que nous ayons lâché prise, la porte s'est ouverte et l'un des hommes a appelé la femme. Avant de partir, elle s'est retournée, a montré son ventre, puis, avec une sorte de sourire, elle m'a montré du doigt, et enfin elle a montré le ciel. Je pense vers le sud. Puis elle est partie. Je pense qu'avec ce geste, elle voulait indiquer qu'elle reviendrait pour m'emmener là-bas, je ne sais pas où. Aujourd'hui encore, je tremble à cette idée, car s'ils reviennent, je suis perdu. Pour rien au monde je ne voudrais être séparé de ma famille et de ma terre. Puis un des hommes est entré avec mes vêtements sous le bras et je me suis habillé. Rien ne manquait, sauf le briquet. Je l'ai peut-être perdu dans la lutte. Nous sommes retournés dans l'autre pièce, où 3 membres de l'équipage, assis dans les fauteuils pivotants, râlaient entre eux, échangeant probablement leurs impressions. Mon compagnon les a rejoints et a semblé m'oublier. Pendant qu'il parlait, j'essayais d'enregistrer chaque détail dans ma mémoire. Mon attention a été attirée par une boîte carrée avec un couvercle en verre sur la table. Il avait un cadran rappelant un cadran d'horloge et une seule aiguille, et aux positions 3, 6 et 9 heures il y avait une marque noire, tandis qu'à la position 12 heures il y avait 4 petits signes noirs, l'un à côté de l'autre. Pourquoi faire, je ne sais pas, mais c'était comme ça. J'ai d'abord pensé que l'instrument était une sorte d'horloge, car l'un des hommes le consultait de temps en temps. Mais je me suis alors rendu compte que c'était impossible, car, tant que j'étais là, la main ne bougeait pas. L'idée me vint alors de saisir l'objet, car il me fallait une preuve de mon aventure. Si j'avais pu prendre la boîte, mon problème aurait été résolu. Si les inconnus remarquaient mon intérêt pour l'objet, peut-être me l'offriraient-ils en cadeau. Je me suis approché lentement de la table et, tandis qu'il regardait dans une autre direction, j'ai rapidement pris l'instrument à 2 mains. Il était très lourd, plus de 2 kilos. Je n'ai pas eu le temps de l'examiner de plus près, car l'un des hommes m'a sauté dessus, m'a arraché la boîte des mains avec colère, m'a poussé et l'a remise en place. J'ai reculé jusqu'au mur et je suis resté immobile. Je n'ai peur de personne, mais j'ai compris qu'il valait mieux ne pas chercher les ennuis. Il avait été démontré que je n'étais traité avec gentillesse que si je me comportais bien. Dans ce cas, pourquoi m'exposer au danger si ma tentative était de toute façon vouée à l'échec? Alors je suis resté immobile, à attendre. Je n'ai pas revu la femme, ni nu ni habillée. Mais je pensais savoir où elle était. À l'avant de la grande pièce, il y avait une autre porte qui n'était pas tout à fait fermée et derrière laquelle, de temps en temps, on entendait le bruit de pas qui allaient et venaient. Comme tous les autres membres de l'équipe étaient avec moi dans la grande salle, ces pas ne pouvaient être que les siens. Je suppose que la chambre des instruments devait se trouver dans cette partie du navire, mais bien sûr, je ne pouvais pas en être sûr. Finalement, l'un des hommes s'est levé et m'a fait signe de le suivre. Les autres ne m'ont même pas regardé. Nous avons traversé la petite antichambre. La porte d'entrée était ouverte et les escaliers étaient en bas. Mais nous n'y sommes pas descendus. Mon compagnon nous a indiqué une plateforme, située à côté de la porte extérieure, qui faisait le tour de l'appareil. Nous avons d'abord avancé et j'ai pu voir un rebord métallique carré. De l'autre côté, il y en avait un autre dont la forme m'a fait penser qu'il pouvait s'agir de la commande de décollage et d'atterrissage. Je dois dire que je n'ai jamais vu le dispositif en mouvement, pas même lorsqu'il a été soulevé, donc je ne sais pas à quoi il peut servir. Quand nous sommes arrivés à l'avant, l'homme a désigné les 3 pointes de métal dont j'ai parlé plus tôt. Les 3 étaient attachées au moteur, et celui du milieu directement à la proue. Elles avaient toutes la même forme, large à la base et pointue, et faisaient saillie à l'horizontale. Je n'ai pas pu dire si elles étaient faites du même métal que la machine. Bien qu'il brille comme du métal chaud, il ne dégage aucune chaleur. Au-dessus d'eux, il y avait des lumières rouges. Les 2 lumières latérales étaient petites et rondes, tandis que la lumière centrale, en revanche, était gigantesque. C'était le phare dont j'ai parlé plus tôt. Au sommet de la plateforme, tout autour de la machine, il y avait d'innombrables lampes carrées encastrées dans le fuselage qui illuminaient la plateforme de leur lumière rougeâtre. Celle-ci se terminait à l'avant, à côté d'un épais panneau de verre, profondément enfoncé dans le métal et bombé. Comme il n'y avait pas de fenêtre,
La vitre a probablement servi d'observatoire, bien qu'il ait dû être difficile de distinguer les choses à travers elle, car elle semblait très nuageuse de l'extérieur. Après avoir visité l'avant de la machine, nous sommes retournés à l'arrière. Cette partie avait une courbure plus prononcée que l'avant, mais nous nous sommes d'abord arrêtés un moment lorsque l'homme a pointé vers le haut, là où l'énorme dôme en forme de soucoupe tournait. Alors qu'il tournait lentement, il était baigné d'une lumière verdâtre, dont je ne pouvais décrire la source. En même temps, il y avait une sorte de sifflement, semblable à celui produit par un aspirateur ou de l'air passant par de nombreux petits trous. Au fur et à mesure que la machine s'élevait, la vitesse de rotation du dôme augmentait, jusqu'à ce que le dôme ne montre plus qu'une lueur rouge vif. Au même moment, le bruit a augmenté jusqu'à devenir un hurlement strident. J'ai donc compris que la vitesse du dôme était en relation de cause à effet avec le bruit. Quand j'ai tout vu, l'homme m'a conduit à l'escalier métallique et m'a fait comprendre que je pouvais partir. Quand je suis descendu au sol, je me suis retourné. L'homme était toujours là. Puis il s'est montré du doigt, m'a montré le ciel en direction du sud, m'a dit de partir et a disparu à l'intérieur de l'appareil. L'échelle de métal a commencé à s'élever, les barreaux se repliant les uns sur les autres. Lorsque l'échelle est escamotée, la porte qui, ouverte, forme une rampe, s'élève et s'intègre parfaitement au mur. Les lumières des éperons métalliques, du feu principal et du dôme se sont intensifiées à mesure que la vitesse de rotation du dôme augmentait. L'engin s'est lentement élevé verticalement tandis que le trépied se rétractait et que la surface inférieure de l'engin devenait aussi lisse que si le train d'atterrissage n'était pas là. L'objet volant s'est lentement élevé jusqu'à environ 30 à 40 mètres et est resté statique pendant quelques secondes, tandis que sa luminosité augmentait. Le vrombissement s'amplifie et le dôme se met à tourner à grande vitesse, tandis que sa lumière devient rouge vif, l'engin s'incline légèrement. Une pulsation rythmique se fait entendre et, brusquement, l'engin part en direction du sud. En quelques secondes, il a disparu. Je suis retourné à mon tracteur. J'étais monté à bord de l'étrange vaisseau à 1h15 du matin et il était maintenant 5h30. En d'autres termes, j'ai été retenu pendant 4h15. C'était un long moment. J'ai seulement dit à ma mère ce qui s'était passé. Elle a dit qu'il serait préférable de ne plus avoir affaire à ces personnes. Je n'ai pas osé dire quoi que ce soit à mon père. Je lui avais déjà parlé de la lumière et il ne m'a pas cru. Il a dit que c'était probablement mon imagination. Plus tard, j'ai décidé d'écrire au sénateur Joachim Martin. J'avais lu son article publié dans le Cruzeiro de novembre, dans lequel il invitait ses lecteurs à lui faire part de leurs expériences en matière de soucoupe volante. Si j'avais eu plus d'argent, je serais venu à Rio plus tôt, mais j'ai dû attendre qu'il me propose de payer une partie des frais de voyage. L'affaire a été examinée par deux médecins et ufologues carioca, Fuentes Olavo et Walter Bullet, qui, grâce aux examens effectués sur Antonio Villaboa, ont diagnostiqué une exposition aux radiations, qui a entraîné des insomnies, de la fatigue, des courbatures, des nausées, des maux de tête, une perte d'appétit, des brûlures aux yeux, des larmoiements et des lésions cutanées permanentes. Des taches jaunâtres sont également apparues sur le corps, qui ont mis 10 à 20 jours à disparaître. Les lésions ont continué à apparaître pendant des mois, ressemblant à de petits nodules rougeâtres, plus durs que la peau environnante, bosselés et douloureux au toucher. Chacune avec un petit trou central produisant un petit écoulement à queue jaune. La peau entourant les plaies présente une zone violette hyperchromatique. Les années ont passé et Antonio Villaboa a obtenu son diplôme d'avocat, s'est marié et a eu 4 enfants. Apparemment pendant des décennies il est resté en bonne santé, puis il est tombé malade à cause d'une maladie très particulière et étrange, pour laquelle il a même été emmené aux États-Unis pour être soigné. Malheureusement son état s'est aggravé, et il est mort en 1992, à cause des complications de sa maladie. L'histoire de Villaboa semble vraiment être tirée du scénario d'un film de science-fiction. Les détails de chaque instant de son histoire font que l'on imagine chaque petit détail de cette histoire. Mais le cas est vrai, et reste un mystère et un point de référence pour de nouveaux cas pour les enquêteurs ufologiques. Villaboa a défendu son histoire jusqu'au jour de sa mort, il ne s'est jamais contredit. Malgré le passage des années, il n'a pas spéculé avec elle, il n'a pas participé à des émissions de télévision et il ne l'a pas fait payer. J'espère que vous avez trouvé intéressante cette nouvelle publication avec ce cas un peu difficile à croire.
mais malheureusement il était réel.